Imaginez un paradis perdu. Une vaste terre, riche au-delà de toute mesure en ressources naturelles. Un carrefour de civilisations, un mélange de cultures, un pôle spirituel, le berceau où tout a commencé. Et pourtant, pour de nombreuses raisons, nous avons abandonné cet endroit, séduits et trompés par nos ennemis dégénérés. Pire encore, nous nous sommes retrouvés empêtrés dans une guerre défensive, menée au nom de nos valeurs les plus élevées. Pendant ce temps, ce paradis reste là où il a toujours été, loin du monde corrompu, attendant toujours le retour de son héritier légitime. C'est le récit de Sergueï Karaganov sur la Sibérie. Pendant des années, l'une des figures politiques les plus influentes du Kremlin, ou plus précisément, l'un de ses idéologues, a tenté de convaincre le président Poutine de tourner la Russie davantage vers l'Est, économiquement, sur le plan civilisationnel et même spirituellement. En chemin, il a trouvé de puissants alliés, dont Sergueï Tchoïgou. Karaganov considère la Sibérie comme le berceau d'une nouvelle Russie, un endroit digne de devenir la troisième capitale du pays, après Moscou et Saint-Pétersbourg, une terre éloignée de ce qu'il considère comme une Europe décadente et plus proche d'une Asie triomphante. Un retour de la Russie à ses racines, des racines mongoles. Dans quelle mesure la vision de Karaganov reflète-t-elle la réalité ? Le monde dans lequel la Russie évolue subit des changements sans précédent, presque bibliques par leur ampleur. L'ère de la domination occidentale touche à sa fin. En détruisant la base militaire de cette domination, la Russie a libéré le monde. Les civilisations opprimées pendant des siècles, chinoises, indiennes, arabes, perses et turques, se relèvent à nouveau. Cela crée une nouvelle dynamique géopolitique, également sur le plan géographique. Le monde s'incline vers le sud et l'est, et nulle part cela n'est plus visible qu'en Eurasie. En conséquence, la Russie doit repenser la logique spirituelle, économique et politique de son propre développement. C'est pourquoi la Russie doit se tourner vers l'est, revenir vers les racines de son empire eurasien. Et cela, à son tour, nécessite un tournant vers la sibérisation de la Russie, des monts Oural jusqu'à la Kamtchatka. C'est ainsi que Sergueï Karaganov nous présente sa vision du monde et de la Russie, une Russie qui doit se tourner vers l'Est. Karaganov n'est pas une figure périphérique, il est depuis longtemps un proche conseiller à la fois de Poutine et de Lavrov, président d'honneur du Conseil de politique étrangère et de défense. Il est l'un des penseurs stratégiques les plus influents du Kremlin. Il défend ce pivot vers l'Est depuis des années, et dernièrement, cette campagne prend un nouvel élan. Au-delà d'un flux constant d'articles, l'année dernière a vu la publication d'un rapport politique majeur, le pivot vers l'Est 2.0, la sibérisation de la Russie, rédigé par une équipe sous sa direction éditoriale. Dès les premières pages, on ressent l'esprit avec lequel Karaganov construit son argumentation, et il est vraiment doué pour cela. Il tisse ensemble toutes les dimensions de l'expérience humaine, la géographie, l'économie, la société, la technologie, voire la spiritualité, les superposant dans un récit d'une profondeur croissante. C'est pourquoi, tout au long de cet épisode, nous lui donnerons la parole, à travers des citations directes et des paraphrases fidèles. Karaganov commence par une affirmation audacieuse. Jusqu'à récemment, la conscience historique russe était entièrement dominée par une perspective occidentale. Selon lui, cette perspective considérait tout ce qui était asiatique comme intrinsèquement inférieur. Son remède repose sur un changement de perspective, à commencer par l'histoire elle-même. Il nous ramène aux origines de la formation de l'État moscovite et à sa relation avec la Horde d'Or. Pour Karaganov, les Mongols n'étaient pas que des conquérants. Au-delà des pillages et des massacres, ils représentaient une force largement constructive. Le Khanat, soutient-il, était une entité remarquablement tolérante, et cette ouverture aux autres cultures a ensuite été héritée par la Russie. Mais surtout, ce sont les Mongols qui ont inculqué aux Russes le concept de la verticale du pouvoir. Et ce modèle vertical, insiste-t-il, est ce qui a permis à la Russie de devenir un grand État. Avec tout autre modèle de gouvernance, la Russie telle que nous la connaissons n'existerait tout simplement pas. Karaganov cherche également à établir un lien entre l'État moscovite et la civilisation chinoise. Et il le trouve au XIIIe siècle. Alexandre Nevski,
prince de Novgorod et l'un des principaux architectes du futur État russe, se rendit en 1247 ou 1248 dans la capitale de la Horde, à Karakorum, où il reçut un yarlik de Batukhan, un décret lui accordant l'autorité de gouverner des territoires sous contrôle mongol. Son principauté était en effet une vassale des Mongols. Ce que Karaganov trouve significatif, c'est que Kubilai Khan, qui allait plus tard unifier la Chine et fonder la dynastie Yuan, était présent à ces réunions et Karaganov suppose qu'il a probablement rencontré Nevski en personne. Cette coïncidence, soutient-il, relie l'histoire russe et chinoise par un même fil. C'est tiré par les cheveux, et Karaganov semble le savoir, alors il creuse davantage. Il se tourne vers Byzance, et plus précisément vers le concept de Moscou comme troisième Rome. C'est la doctrine historiosophique, selon laquelle Moscou est le véritable héritier de l'Empire romain et la capitale légitime de la chrétienté, succédant d'abord à Rome, puis à Constantinople. C'est sur ces fondations byzantines que l'Église orthodoxe russe a été construite. Mais les liens avec la Chine et Byzance ne sont qu'un début. Si l'on remonte assez loin, sur des dizaines de générations, on arrive à une autre civilisation de la steppe asiatique, que Karaganov considère comme une véritable racine ancestrale de la Russie, les Scythes. Les forêts de ce qui est aujourd'hui la Russie étaient autrefois parcourues par les tribus scythes, qui ont laissé derrière elles une importante couche culturelle et des milliers de tumulus funéraires. Les Scythes étaient un peuple remarquable, une sorte d'empire informel dont l'influence s'étendait sur la majeure partie de l'Asie centrale, de la Mongolie à l'Iran, la Phénicie et Byzance, jusqu'au sud de la Russie et approximativement le territoire de la Hongrie actuelle. Comme le raconte Karaganov à Al-Mayad en anglais, de nombreuses œuvres littéraires russes ont été consacrées aux Scythes. Leur héritage et leur passion ont trouvé une expression saisissante dans la culture et l'idéologie russe. À travers ce prisme, les Scythes sont devenus le fil reliant les Russes modernes aux Iraniens, aux Chinois et même aux Indiens. Dans le récit de Karaganov, tout converge vers un ensemble cohérent, et l'appel actuel à se tourner vers l'Est n'est rien d'autre qu'un retour à l'ordre naturel que la Russie a abandonné lorsqu'elle s'est identifiée à tort à l'Occident. Pourtant, on s'enfonce encore plus loin dans le terrier, jusqu'au métaphysique. Comment, demande rhétoriquement Karaganov, les Cosaques russes ont-ils pu parcourir la distance des montagnes de l'Oural jusqu'au Kamtchatka en seulement 60 ans? Sa réponse est l'intervention divine. Mes amis, une brève interruption. Certains nous ont indiqué que dans ce monde où tout va vite, un format plus court était parfois préféré. Et comme vous le savez, les algorithmes ne nous sont pas vraiment favorables ces derniers temps. Nous avons donc décidé de tenter le coup et de lancer une nouvelle chaîne appelée Essence. C'est en fait nos épisodes réduits à leurs parties les plus importantes. Eh bien, leur essence. Donc si vous souhaitez nous donner un coup de main, abonnez-vous s'il vous plaît. Parfois, vous préférerez peut-être simplement une version de 10 minutes au lieu de m'écouter râler sur tous les chiffres, les motivations et les agendas. Le lien est en bas. Maintenant, retour à l'épisode. La conquête et la colonisation de la Sibérie ne peuvent pas être expliquées sans invoquer Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Il cherchait la volonté, quelque chose de plus grand que la vie elle-même. La Sibérie a façonné et renforcé les plus belles qualités du caractère national russe. La persévérance, l'ardeur au travail, le collectivisme, l'internationalisme, le courage et l'aspiration à la liberté. Une quête d'espace, d'infini, et en fin de compte, de Dieu, c'est ainsi que Karaganov présente l'expérience russe de la Sibérie, filtrée à travers ce qu'il appelle l'âme russe. Il note brièvement, presque en passant, que les Cosaques chassaient aussi des animaux pour le commerce, mais aucun d'entre eux n'est vraiment devenu riche. De cette excavation spirituelle, Karaganov arrive à la conclusion déterminante. Citation : « Nous, Russes, avons hérité de notre ouverture culturelle, ethnique et religieuse unique de l'empire de Gengis Khan. La liberté et l'ouverture héritées de l'empire mongol. C'est une interprétation audacieuse de l'histoire, mais un exemple que Karaganov donne ailleurs, illustrant précisément ce qu'il entend par cette ouverture, en dit long sur la manière dont il la conçoit. Dans sa vision du monde, tout cela s'emboîte parfaitement. Karaganov revient sans cesse à un thème qui lui est cher. La Sibérie est une mosaïque extraordinaire de cultures, de religions et de peuples vivant en coexistence pacifique. Mais la citation
Le souvenir préféré qu'il choisit pour illustrer ce creuset sert, peut-être involontairement, de fenêtre révélatrice sur la façon dont cette mosaïque a réellement été forgée. Il se souvient d'une visite à Tobolsk, où il a été invité à un concert d'orgue dans une église catholique. Il le note lui-même, construite par des Polonais déportés en Sibérie après les soulèvements polonais ratés contre la domination russe. Il ajoute joyeusement, je cite, « des prisonniers de guerre suédois et français, capturés par Alexandre Ier et Koutouzov, y ont également vécu. L'artiste était un Arménien dont les propres ancêtres sont peut-être eux aussi arrivés en Sibérie dans des circonstances tout aussi involontaires. » La conclusion de Karaganov est enthousiaste. Un Arménien jouant du bac dans une église polonaise pour un groupe de visiteurs venus de Moscou. C'est l'essence même de la Sibérie. Soyons précis sur ce que nous regardons réellement. Les descendants de personnes condamnées à l'exil à des milliers de kilomètres de chez elles, dont les arrière-petits-enfants, après des générations de russification et de soumission politique et économique, essaient encore de préserver les traditions de leurs ancêtres déracinés de force. En effet, l'essence même de la Sibérie. Karaganov sait que, depuis les débuts de l'histoire moderne de la Russie, les universitaires insistent constamment sur l'importance de déplacer le centre de gravité du pays vers la Sibérie. Sans la conquête et le développement de la Sibérie, il affirme que la Russie n'aurait jamais survécu sur la plaine d'Europe orientale, assiégée par l'Ouest et le Sud. La Sibérie, ajoute-t-il, est ce qui a transformé l'Empire russe en Grande Russie. Les Soviétiques ont largement développé la Sibérie, bien que l'ère post-soviétique ait inversé une grande partie de ses progrès. Même ainsi, les chercheurs ont continué à plaider pour la réhabilitation stratégique de la Sibérie. Aujourd'hui, cependant, le pivot vers l'Est ne peut être compris sans d'abord abandonner le vecteur européen, une Europe qui, selon Karaganov, est en déclin terminal. Et les Russes, insiste-t-il, ont absorbé le meilleur de l'Europe, tout comme ils ont absorbé le meilleur des Mongols. Dans ses propres mots, beaucoup d'entre nous croient que nous sommes les véritables Européens aujourd'hui, tandis que l'Europe a abandonné ses racines traditionnelles, le christianisme et les valeurs morales. L'Europe n'est pas seulement sans perspective, elle devient activement nuisible, exportant des courants négatifs, y compris des valeurs transhumanistes et post-humanistes. Aujourd'hui, des gens se battent dans le Donbass et en Ukraine contre l'Occident, pour servir la famille, la communauté et la patrie, et pour préserver ce qui est humain dans l'humanité. C'est une lutte civilisationnelle contre la techno-barbarie et le techno-paganisme, contre un nouveau nazisme, contre la déshumanisation. Nous n'avons pas rompu les liens entre l'Europe et la Russie. Ils ont été brisés et continuent d'être brisés par des élites européennes tremblantes cherchant l'isolement total et l'auto-isolement, attisant l'hystérie de guerre dans leur propre pays. Et donc, Karaganov n'a pas particulièrement d'affection pour l'Europe, ce qui rend quelque peu logique dans son cadre qu'il ait proposé de la bombarder préventivement avec des armes nucléaires, une position qu'il a publiquement défendue en 2023. Dans ce contexte, la conclusion de Karaganov est simple. La Russie a besoin non seulement d'un pivot vers l'Asie, mais aussi d'un retour à ses propres racines en tant que grand empire eurasien. Et cela nécessite la sibérisation de la Russie, des monts Oural jusqu'à la Kamtchatka. Voilà le problème. Ce pivot a déjà eu lieu. La première version, le pivot vers l'Est 1.0, a été lancée vers 2011, mais elle n'a donné que des résultats limités. Pourquoi ? Selon Karaganov, un eurocentrisme persistant, un bouleversement qui était presque entièrement technocratique par nature. Beaucoup de mécanique politique, mais peu d'inspiration pour les gens qui y vivent réellement. Elle a également commis une erreur géographique majeure, contournant presque entièrement l'Oural et la Sibérie centrale, en ancrant des liens plus étroits avec l'Asie presque exclusivement par l'Extrême-Orient et en partie par l'Arctique. Qu'entend Karaganov par inspiration ? Nous revenons aux valeurs supérieures. Rien n'a été proposé qui puisse rivaliser avec le cri de ralliement du transsibérien en avant vers le grand océan ou avec le développement soviétique de l'Arctique et les chantiers du Komsomol. Malgré les avantages promis, le pivot n'a pas non plus su captiver l'imagination des habitants de l'Extrême-Orient, qui l'ont perçu comme un projet imposé par Moscou. Ce qu'il faut maintenant, selon lui,
C'est une campagne équivalente, un nouveau récit construit autour du slogan « Vers la Grande Eurasie ». Leonid Bliankar, professeur à l'Université nationale du Pacifique, a qualifié cela de retour aux sources, un retour aux racines sibériennes qui ont façonné la Russie depuis l'époque mongole. L'un des auteurs du rapport sur la sibérisation demande rhétoriquement « Pourquoi avons-nous besoin de la Lune alors que nous avons la Sibérie ?» La Sibérie, déclare-t-il, est notre cosmos sur Terre. Mais au-delà de la dimension spirituelle, du rejet d'un Occident décadent, de l'adhésion à une Asie montante, des vastes réserves de matières premières et d'espace, il y a un autre facteur, le climat. La Sibérie se réchauffe. Le changement climatique, dans ce contexte, n'est pas une crise mais une opportunité, rendant les territoires de l'Est progressivement plus propices à l'habitation et à l'activité économique dans les domaines du transport, de l'agriculture et de la construction. Karaganov parle presque rêveusement du bassin de Minousinsk. Un paradis où poussent des pêches et des abricots, dit-il. Poutine, lors de son bilan de fin d'année en décembre 2025, a encouragé les investisseurs à se tourner vers le cluster Angara-Yenisei avec une phrase qui traduisait le même sentiment. Bien que ce soit la Sibérie, le climat est très bon. Les terres sibériennes, les forêts, les minéraux et l'eau douce, combinés à la technologie moderne ainsi qu'à l'intelligence et au dynamisme des Sibériens eux-mêmes, devraient devenir, selon Karaganov, le principal moteur de l'Eurasie. Et pourtant, il conclut cette section sur une note de pragmatisme. La plus grande ressource de la région, insiste-t-il, ce sont ses habitants. Courageux, résilients, collectivistes, entreprenants, ils incarnent l'esprit russe. Le problème, c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux. Mais nous y reviendrons dans un instant. Alors, à quoi ressemblerait concrètement la sibérisation de la Russie ? Que signifie concrètement le pivot vers l'Est version 2.0 ? À l'heure actuelle, la Sibérie est essentiellement un exportateur de matières premières, des produits à faible marge avec une valeur ajoutée minimale. Le nouveau modèle, selon la vision de Karaganov, impliquerait des complexes industriels régulés par l'État, avec les commandes militaires comme moteur pour reconstruire une industrie manufacturière sibérienne de pointe. À cette fin, il propose au moins 2 grands pôles de recherche et industriels, spécifiquement dans les corridors Krasnoyarsk-Yeniseisk et Irkoutsk-Chita, axés sur la transformation des matières premières uniques de la région. La Sibérie riche en eau, ajoute-t-il, devrait coopérer avec les nations fraternelles d'Asie centrale et du Sud, pas à travers ce qu'il appelle l'idée insensée de détourner les rivières, mais en relocalisant les industries à forte consommation d'eau en Sibérie et, comme il le dit, en exportant de l'eau virtuelle sous forme de produits finis vers les régions en manque d'eau. Suit alors une proposition plus révélatrice. L'industrie sibérienne serait en partie alimentée par la désindustrialisation du Donbass. Le plan prévoit de déplacer une partie de la capacité industrielle libérée du Donbass vers l'intérieur de la Sibérie. C'est bien sûr un retour à un précédent historique, précisément le modèle selon lequel, par exemple, les entreprises industrielles polonaises, entre autres, ont été démantelées et envoyées vers l'Est après la Seconde Guerre mondiale. Mais la logique de déportation ne s'arrête pas aux machines. Elle s'étend, de façon tout à fait classique, aux personnes. Le rapport parle d'utiliser, je cite, la nouvelle base humaine disponible provenant des territoires libérés pour stimuler le développement industriel de la Sibérie. Les auteurs appellent cela le cycle Donbass-Sibérie. Pour boucler la boucle rhétorique, les nouveaux pôles scientifiques et de ressources créés en Sibérie contribueraient à leur tour, d'une manière ou d'une autre, à la reconstruction du Donbass. Les vétérans traumatisés de l'opération militaire spéciale jouent un rôle central tout au long de ce processus. La conclusion s'impose d'elle-même. La libération du Donbass, dans ce cadre, équivaut en pratique à son anéantissement industriel et démographique. Malgré tout, il n'y a pas assez de monde. Conscient de la pénurie chronique de main-d'œuvre, Karaganov a une solution toute trouvée. Des Nord-Coréens, des Indiens, des Pakistanais et des Bangladais travailleurs et disciplinés feraient tout aussi bien l'affaire. Le creuset culturel sibérien, raisonne-t-il, n'en tirerait que des avantages. Cet afflux serait accompagné de programmes d'éducation culturelle et administrative, même si la priorité affichée reste d'attirer les Russes actuellement dispersés à travers le monde.
La gestion de ces flux migratoires, qu'ils soient étrangers ou internes, devrait selon lui être regroupée au sein d'une seule agence, mais aussi à travers Denytchestvo, l'organisme d'État russe officiellement chargé de promouvoir la langue et la culture russe à l'étranger. Les populations entrantes nécessiteraient néanmoins une assimilation, si bien que l'ensemble de l'effort serait complété par des programmes d'études orientales dédiés, où les nouveaux Sibériens apprendraient les langues, l'histoire et la culture de la région. Le plan de sibérisation prévoit également un renforcement de la base académique avec Akadem Gorodok, le quartier scientifique de Novosibirsk fondé en 1959 sur directive du Comité central soviétique, présenté comme le modèle à reproduire. Naturellement, le rapport utilise aussi les mots-clés obligatoires, intelligence artificielle et big data. Le climat froid de la Sibérie, selon l'argument, la rend idéale pour le stockage de données à bas coût, moins cher que dans les régions chaudes du sud de l'Asie, donnant ainsi à la Russie un avantage structurel dans la révolution de l'intelligence artificielle. Karaganov et ses co-auteurs exigent également que la part du contenu sur l'Oural et la Sibérie dans les manuels d'histoire et de géographie passe de son niveau actuel de 35% à au moins 25%. Il déclare que l'enseignement de l'histoire en Russie est inacceptablement eurocentré et tourné vers l'Occident. Pourtant, rien n'alimente autant l'imagination des planificateurs centraux qu'un grand projet. Et le plan de sibérisation en a un, une troisième capitale russe. Si Pierre le Grand était vivant aujourd'hui, il aurait certainement fondé une nouvelle capitale en Sibérie et ouvert une large fenêtre sur l'Asie, affirme Karaganov sans hésitation. Les deux premières capitales sont bien sûr Moscou et Saint-Pétersbourg. La nouvelle ville, soutient Karaganov, doit être située au centre de la Sibérie et n'a pas besoin d'être une grande métropole en soi, mais une ville à proximité d'une telle métropole suffirait. Quels lieux remplissent ces critères ? Il considère le bassin de Minousinsk comme idéal sur le plan climatique. Chaud, fertile, la région où poussent les pêches, mais il reconnaît avec regret qu'elle reste isolée sur le plan des transports. Son choix personnel est Tobolsk pour des raisons historiques. La ville située à la confluence des rivières Tobol et Irtych était autrefois considérée comme la capitale de la Sibérie. Le rapport d'experts adopte une vision plus pragmatique en listant les environs de Krasnoïarsk, de Novosibirsk, d'Omsk, de Tomsk et d'Irkoutsk comme des candidates viables. Vers cette troisième capitale migreraient les ministères de la Culture, de l'Éducation et des Ressources naturelles, ainsi que le ministère du Développement, de l'Extrême-Orient et de l'Arctique, et le tout nouveau ministère de la Sibérie. Un centre de commandement de réserve en temps de guerre y serait également établi. Le rapport cite explicitement Brasilia comme point de référence. En 2021, les ambitions étaient encore plus audacieuses et la voix était plus forte. À l'époque, le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, était l'un des plus fervents défenseurs de la valorisation de la Sibérie dans la grande stratégie de la Russie, ce qui n'est pas surprenant. L'actuel secrétaire du Conseil de sécurité est originaire de la République de Touva, dans le sud de la Sibérie, à la frontière avec la Mongolie. Shoïgu est allé beaucoup plus loin que Karaganov. Il a appelé à la création de 5 villes entièrement nouvelles en Sibérie, chacune avec une population d'1 million d'habitants. Un stimulus extraordinaire pour le développement régional, a-t-il soutenu. L'ambition est à tout point de vue stupéfiante. Le thème circule alors de manière persistante au plus haut niveau du pouvoir russe et reste fermement sur le radar du dirigeant suprême. S'exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en 2019, Poutine lui-même a évoqué la nécessité d'un nouveau centre de développement dans le bassin de Minousinsk. En 2024, il a approuvé à plusieurs reprises l'idée de déplacer le siège de certaines entreprises d'État en Sibérie. Et lors de son allocution télévisée de fin d'année 2025, il s'est exprimé sur le projet de cluster Angarayenisseï, un grand projet visant l'extraction de métaux non ferreux et de terres rares, et l'une des nombreuses initiatives destinées à libérer le potentiel de la Sibérie. Poutine est constamment cité comme le parrain direct de ce processus. Sa propre formulation ne laisse guère de place à l'ambiguïté. Il a déclaré que l'avenir de la Russie, pour les décennies à venir, se décidera dans ces régions orientales. Les projets, les ministères et les entreprises devraient être suivis par des vagues de jeunes gens ambitieux.
L'instrument pour les attirer consiste à étendre le programme de l'hectare d'Extrême-Orient, en place depuis 2016, afin qu'il couvre également la Sibérie. L'hectare sibérien devrait devenir la règle et non l'exception, déclare Karaganov. Selon la loi en vigueur, tout citoyen russe peut réclamer un hectare de terre en Extrême-Orient, à condition de s'y installer pendant 5 ans. Les résultats après 10 ans sont instructifs. 152 000 personnes se sont inscrites, mais seulement 15%, soit environ 23 000, sont restés assez longtemps pour obtenir le titre de propriété. Le programme n'a pas permis une migration massive depuis l'ouest de la Russie et a surtout été utilisé par des résidents locaux. La réserve foncière disponible dans le cadre du programme dépasse 173 millions d'hectares. Un autre défenseur éminent de la priorité donnée à la Sibérie est Maxime Oreshkin, chef adjoint de cabinet, qui insiste sur un point. La sibérisation n'est pas une construction idéologique. C'est une nécessité économique et géopolitique dictée par des facteurs objectifs. L'attention particulière d'Oreshkin porte sur la synchronisation des routes terrestres et fluviales. Selon lui, le développement de la logistique le long des systèmes fluviaux de l'Aube-Irtych, du Yenisseï et de la Lena donnerait un second souffle au marché intérieur. Les navires pourraient naviguer directement des rivières de Sibérie vers les mers arctiques. L'objectif n'est pas un simple corridor linéaire, mais un réseau de transport dense intégrant les centres industriels de l'intérieur, les ports de la route maritime du Nord et le chemin de fer transsibérien en un seul système unifié. En effet, la Sibérie souffre encore de ce que les économistes appellent la malédiction continentale, c'est-à-dire l'isolement par rapport aux marchés émergents prometteurs et une quasi-absence totale d'infrastructures nord-sud. Citation : « Nous devrions construire des routes reliant le sud de la Sibérie à la route maritime du Nord, à la Chine et à l'Asie du Sud-Est. » Karaganov explique que l'Oural et la Sibérie occidentale devraient avoir accès à l'Inde, au reste de l'Asie du Sud et au Moyen-Orient. Pour la Russie occidentale, le corridor international de transport nord-sud, l'INSTC, est censé remplir cette fonction, bien qu'il soit encore loin d'être pleinement opérationnel. Il soutient que la Sibérie a besoin de ses propres corridors pour l'ouvrir au monde. Karaganov se tourne également, comme à son habitude, vers le modèle économique plus large. Il conclut que le capitalisme néolibéral a échoué, mais que le socialisme n'a pas particulièrement bien fonctionné non plus. L'économie, selon lui, devrait servir la personne dans son ensemble, son développement intellectuel, spirituel et physique, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que personne au service de la famille, de la société, de l'État et de Dieu. C'est un clin d'œil évident au modèle collectiviste qui définit la civilisation orientale. Et ainsi, nous arrivons à une réorientation complète. Les vastes espaces et les ressources abondantes ne sont que la base physique d'une quête spirituelle plus profonde. La libération de la Volga russe, la volonté souveraine qui découlait naturellement des ancêtres de l'État russe, les Scythes, les Mongols et les nombreux peuples d'Asie centrale. Maintenant, enfin, l'âme russe rentrera chez elle. Elle tournera le dos à une Europe décadente, trouvera sa place parmi les forêts, les lacs et les rivières de Sibérie. Comme nous l'avons noté au début, Karaganov possède un véritable don pour ce genre de vision, ce qui explique en partie comment il a pu gravir les échelons des structures de pouvoir en Russie. Mais il suffit de gratter la surface de cet édifice, même très légèrement, pour que la réalité apparaisse très rapidement. La façade a été fraîchement peinte, tandis que tout ce qui se trouve en dessous est rouillé et pourri. Commençons par ce que Karaganov considère comme le plus grand atout de la région, les gens. Le recensement de 1989 a enregistré une population sibérienne de plus de 24 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y en a 16,5 millions, soit près d'un tiers de moins. Avec un exode continu d'environ 300 000 personnes par an, le district fédéral sibérien couvre plus de 4,3 millions de kilomètres carrés, soit 25% du territoire total de la Russie. En tant qu'entité indépendante, il serait le 7e plus grand pays du monde, plus grand que l'Inde. Pourtant, il abrite moins d'habitants que la Roumanie. Cette situation est de longue durée et pratiquement irréversible. À long terme, d'ici la fin du siècle par exemple, cela pourrait prendre la forme d'une catastrophe, avertit le démographe russe Nikolai Petrovski. Et puis il y a la guerre.
Au 10 avril 2026, Mediazona a confirmé la mort de 206 000 soldats russes en Ukraine. Les chiffres réels sont probablement 2 fois plus élevés, et si l'on inclut les blessés, ceux qui ne sont plus aptes au combat, le bilan a dépassé le million depuis longtemps. Mais même en prenant les 206 000 décès confirmés, environ 31 000 venaient de Sibérie et 20 000 de l'Extrême-Orient. Ensemble, ils représentent environ 25% des pertes russes pendant la guerre, alors qu'ils ne constituent qu'un peu plus de 15% de la population du pays. Donc le Kremlin ne fait pas qu'échouer à enrayer l'effondrement démographique de la Sibérie. Il envoie les Sibériens dans la machine de guerre à un rythme nettement plus élevé que les habitants de la Sibérie occidentale. Cela dit, pour paraphraser une blague connue, le Kremlin a l'intention de résoudre le problème par décret. À l'automne 2025, les ministères de l'Intérieur, du Travail et de la Santé ont été dûment chargés de stabiliser la population du district fédéral de Sibérie. Le climat est la prochaine promesse creuse. Oui, certaines régions du sud sont légèrement plus chaudes qu'avant, mais la Sibérie ne deviendra pas la prochaine Toscane. Le pergélisol recule à certains endroits dans le nord, mais cela engendre de nouveaux problèmes. Libération de méthane, instabilité structurelle et boue expliquent simplement le démographe Petrovski. Le climat sibérien n'est pas un rêve. La vie dans le sud est tout simplement plus agréable. Plus de soleil, des coûts de chauffage et de transport plus bas. C'est pourquoi les gens partent. Unquote. Lorsqu'ils ont le choix, les gens ne veulent tout simplement pas vivre dans ces conditions, surtout quand, contrairement au Canada ou à la Norvège, il n'y a pas d'infrastructure ni de services publics de haut niveau. Chaque augmentation significative de la population que la Sibérie ait jamais connue était le résultat de la coercition. L'analyste politique Dimitri Oreshkin est direct sur ce point. La population de la Sibérie n'a nettement augmenté qu'avec l'intervention des autorités russes et l'usage de ressources administratives. En termes simples, la réinstallation forcée et le travail obligatoire. D'abord, des personnes étaient arrêtées et envoyées au-delà de l'Oural pour travailler comme ouvriers sur des projets de construction socialistes ou envoyées directement dans les camps de Staline. La deuxième vague a eu lieu lors de l'évacuation pendant la guerre. Des centaines de milliers de personnes, hommes et femmes, ont été déplacées avec toutes les entreprises. La troisième vague fut la déportation administrative de saboteurs et de traîtres du Caucase du Nord, de la Crimée, ainsi que des Allemands de la Volga. Ceux qui ont survécu ont été envoyés, entre autres endroits, dans le kraï de l'Altaï. La quatrième vague fut la campagne des terres vierges. Sans tout cela, la Sibérie aurait été dépeuplée encore plus tôt, mais le mécanisme n'a fonctionné que tant que le système de coercition administrative tenait. L'un des exemples les plus récents est le BAM, la ligne principale Baïkal-Amour, lorsque des dizaines de milliers de personnes sont arrivées en Sibérie. Mais au moment où le système administratif a cessé de fonctionner, l'exode s'est accéléré. Unquote. Sur cette base, Oreshkin rejette les idées de Karaganov et Choïgu comme des délires fiévreux, et il pose une question rhétorique incisive. Que font les gens en Sibérie et en Extrême-Orient après la première vague d'enrichissement ? Ils partent. Quote. La Tchoukotka est l'exemple parfait. Lorsqu'Abramovitch est devenu gouverneur et a commencé à attirer des investissements, l'exode de la population s'est fortement accéléré. Les gens avaient assez d'argent pour acheter un billet d'avion, et certains pouvaient même acquérir un appartement dans une autre région. Cela nous conduit naturellement au prochain rappel à la réalité concernant la vision de Karaganov. L'argent. Un pivot de cette ampleur nécessiterait des sommes colossales. En mettant de côté les villes de 5 millions d'habitants de Choïkou, nous parlons de construire une toute nouvelle base industrielle et de développement. Une base qui, pour fonctionner efficacement, devrait être reliée par des infrastructures, des routes, des rivières, des ponts, des réseaux énergétiques. Ajoutez à cela les connexions vers l'Asie du Sud-Est qui forment le noyau rationnel de cet argument de sibérisation. Pipeline, chemin de fer, aéroport, autoroute. Ensuite, la relocalisation des entreprises, ministères et conglomérats d'État. Karaganov souhaite aussi que la Sibérie rejoigne la révolution de l'IA avec des centres de données adaptés. Il ne s'agit pas de milliards, mais de milliers de milliards de dollars. Ce qui rend le détachement de Karaganov de la réalité encore plus frappant, c'est que la situation économique de la Russie
est actuellement la plus grave depuis la transition post-soviétique, qui, rappelons-le, a été suivie par le chaos des années 1990 et une profonde récession. La Russie n'est pas seulement incapable de financer ses projets nationaux les plus urgents, elle puise dans toutes les ressources disponibles simplement pour soutenir son effort de guerre, avec tout qui dépend du prix du baril de pétrole. Des rapports récents des services de renseignement allemands indiquent que la Russie consacre déjà la moitié de l'ensemble de son budget fédéral à la guerre. Le déficit budgétaire est à son plus haut niveau depuis 15 ans. Les revenus pétroliers et gaziers s'effondrent. Le Fonds national de richesse est presque à sec. Qui paie pour ça ? La périphérie, y compris la Sibérie. Le déficit budgétaire cumulé des gouvernements régionaux de la Sibérie en 2025 était 3,6 fois plus important que l'année précédente. Le nombre de régions en déficit est passé de 50 en 2024 à 74 en 2025. Les autorités de Krasnoïarsk promettent depuis longtemps de construire un métro. Les économistes estiment le coût à environ 1,2 milliard de dollars. La Russie dépense autant pour la guerre en seulement 4 jours. L'ensemble du budget annuel de Tomsk, en Sibérie, soit environ 28 milliards de roubles, ce qui représente à peu près 360 millions de dollars, est englouti par l'effort de guerre en une seule journée. Novosibirsk disparaîtrait en 3 jours. Novosibirsk disparaîtrait en 3 jours. Omsk raconte une histoire encore plus instructive. La construction de son métro a commencé en 1992. En plus de 26 ans, une seule station a été construite, qui sert aujourd'hui de passage souterrain pour piétons. En mai 2018, les autorités régionales ont officiellement gelé le projet. Un an plus tard, ils l'ont complètement annulé. Des sections du tunnel ont simplement été remplies de béton. Investissement total avant l'abandon, 14 milliards de roubles. Le pont sur la rivière Lena, conçu pour relier les systèmes fluviaux de la Viliouï, de la Lena et de la Kolyma, était à l'étude depuis les années 1980. La construction a finalement commencé en 2024 avec une date d'achèvement prévue pour 2028. Le pont coûtera l'équivalent de 4 jours de dépenses de guerre. Reste à voir si le projet sera livré dans les délais prévus. Pendant ce temps, la route A360 Lena, censée être la principale artère de transport de la Iakoutie, reste non goudronnée sur de longues portions. Comme la route traverse le pergélisol, elle n'est praticable de façon fiable que lorsque les températures descendent en dessous de zéro. C'est précisément pour cette raison que la Russie a abandonné le projet de chemin de fer de la Sibérie du Nord vers la Chine, une ligne reliant Nijnevartovsk, Beliyar à Tashtagolurumki. Le coût était exorbitant, 360 milliards de dollars. L'ensemble du budget fédéral de la Russie s'élève à environ 500 milliards de dollars. La même logique s'applique aux infrastructures existantes. Les investissements dans la modernisation des chemins de fer russes, y compris le transsibérien et le BAM, ont été presque divisés par 5 pour 2025 à seulement 75 milliards de roubles. Où que vous regardiez, la moisissure affleure. Le paradoxe est le suivant. Un véritable pivot vers la Sibérie pourrait en fait avoir du sens pour la Russie. Cela pourrait même être financièrement viable. Si Moscou n'avait pas gaspillé ses réserves accumulées, ainsi qu'1 million de morts et de blessés dans une guerre contre l'Ukraine. À la veille de l'invasion, les réserves de devises étrangères et d'or du Kremlin dépassaient 620 milliards de dollars, sans parler des autres ressources irrémédiablement perdues. Dmitri Oreshkin le dit directement. La guerre a déjà coûté un peu plus de 40 000 milliards de roubles. Si cet argent n'avait pas été gaspillé dans une guerre de conquête, mais avait plutôt été donné aux gens avec la possibilité de s'installer en Sibérie, cela aurait résolu le problème de Choïgu. Peut-être que plusieurs millions de personnes auraient pu être recrutées. Ils auraient eu les moyens d'investir dans le logement et les services de base. Cela aurait immédiatement stimulé la construction, la production de briques, de ciment et d'acier, l'emploi et les infrastructures. Et la Sibérie manque cruellement d'habitants. Au lieu de cela, notre chère patrie a préféré dépenser ses milliers de milliards à réduire les villes ukrainiennes en ruines, plutôt que de construire les siennes. Dans quel but ? Pour une mise en scène d'État, pour se convaincre elle-même qu'elle se relève. Mais le territoire seul ne sert à rien s'il n'y a personne pour y vivre. Et c'est précisément ce qui se passe en Sibérie. Fin de citation.
Dans ces circonstances, les appels à un grand pivot sibérien frisent la farce. Surtout que cela se ferait inévitablement au détriment de la Russie occidentale, la partie géographiquement la plus proche de cette Europe, soi-disant décadente. Si les flux financiers en diminution sont redirigés vers l'Est, ils seront naturellement prélevés sur l'Ouest, qui reste de loin la région la plus importante économiquement et industriellement de la Fédération. Les habitants de Son-Ni Krasnodar, Sotchi ou Novorossiysk, des villes situées à la latitude de la Côte d'Azur, seront-ils vraiment prêts à déménager dans une ville au climat de Stockholm, mais sans la prospérité de Stockholm, échangeant les plages de la mer Noire contre la boue sibérienne? Il convient également de noter que Karaganov cite, à certains endroits, des recherches de l'Institut d'économie et d'ingénierie industrielle de la branche sibérienne de l'Académie russe des sciences à Novosibirsk. Les données des chercheurs Kryukov, Kuleshov et Souzlov sont sans équivoque. La part de la Sibérie dans le PIB de la Russie n'a cessé de diminuer, passant de près de 14% en 1995 à moins de 10% en 2017. Le PIB par habitant est passé de 107% de la moyenne russe à 78%. Les parts de l'investissement et de l'industrie manufacturière diminuent parallèlement. La perte de population aggrave désormais la situation. Les chercheurs de Novosibirsk décrivent quelque chose de tout à fait naturel et structurel dans l'État russe. La négligence chronique de la périphérie par le centre. Le modèle vertical du pouvoir que Karaganov admire tant se manifeste de façon constante dans tous les domaines de l'État russe. De la même manière que la richesse remonte, des pauvres vers les riches, elle se concentre aussi géographiquement. Moscou et Saint-Pétersbourg extraient systématiquement l'excédent de la périphérie. Là où le pouvoir se rassemble, l'argent suit. Pavel Louzine, écrivant il y a 7 ans à propos de plans similaires pour l'Extrême-Orient, a parfaitement saisi la logique sous-jacente. En l'absence d'institutions fonctionnelles et responsables devant le public, le plan permet la consolidation du pouvoir entre les mains d'un groupe relativement restreint et la subordination d'une vaste bureaucratie. La campagne acharnée du Kremlin pour le développement des régions périphériques n'est pas une coïncidence. Elle permet la redistribution d'énormes ressources provenant de tout le pays, à la fois de manière formelle, via les ministères et les entreprises d'État, et de manière informelle à travers des réseaux de corruption. Unquote. La conclusion est simple. Chaque colonie de chaque empire est avant tout une entreprise économique. Elle doit générer de la richesse pour la métropole. Au moment où le fardeau colonial dépasse le profit, la décolonisation commence. Et ici, au milieu des absurdités, il y a quelque chose qui mérite d'être pris au sérieux. Sur un point, Karaganov n'a pas tort. La Russie a besoin d'un nouveau plan, d'une nouvelle grande idée. En poussant le pivot vers la Sibérie avec une telle urgence, tout en ignorant la réalité de manière aussi complète, Karaganov et l'élite russe au sens large révèlent l'ampleur de leur désespoir. Ils savent qu'une guerre qui se termine sans gain tangible est, en termes pratiques, une défaite. Une population peut endurer des difficultés tant qu'un objectif supérieur lui est présenté. Pour l'instant, le but est la lutte contre les néo-nazis ukrainiens et les dégénérés européens. Mais qu'est-ce qui vient après? Ce scénario tient pendant 1 an, 2, peut-être 4. Mais serrer les dents face à des difficultés croissantes, sans rien de concret à montrer, ne fonctionne qu'un temps. Que se passe-t-il quand l'économie se dégrade davantage? L'État s'enfonce davantage dans la vassalité envers la Chine, et aucun horizon d'espoir ne se dessine à l'intérieur du pays. Les années 1990 offrent l'analogie naturelle, une autre période de trouble. C'est précisément pour cette raison que le Kremlin fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder le génie dans la bouteille, en prolongeant la guerre, en jetant toutes ses forces pour briser Kiev, en espérant qu'une forme de victoire puisse encore sauver le récit. Les perspectives à cet égard, cependant, sont faibles. En attendant, il ne reste plus qu'à raconter des contes de fées sur un retour spirituel à la Sibérie mongole, comme rempart contre les dégénérés européens.